installation-là. Puis on fait un switch homme vers femme. En effet, on a une parité ce soir. 2 hommes, 2 femmes qui présentent. Et cette fois-ci, on fait une présentation avec Viviane Aubin, qui va nous parler. Oui, merci de te joindre sur la scène. C'est intitulé La décarbonation de l'électricité entre réalisme et optimisme. Puis là, je vous jure, c'est pas prévu qu'on ait 2 présentations en collaboration avec Hydro-Québec. Mais enfin bref. Viviane a travaillé à titre d'analyste en énergie chez Hydro-Québec. Elle détient un baccalauréat en génie mécanique et une maîtrise en génie énergétique de Polytechnique Montréal. Elle est animée par une grande conscience écologique et cherche à favoriser une transition énergétique durable et équitable. Bienvenue à toi, Viviane, et je te souhaite une bonne présentation. OK. Alors, merci Antoine pour l'introduction sur le secteur électrique. Bonjour à tous. Je suis Viviane Aubin. Aujourd'hui, je suis là pour détruire tous vos espoirs et ensuite essayer de les faire renaître. Plus sérieusement, donc c'est ça, j'ai essayé de vous dresser un portrait réaliste avec une petite touche d'optimisme sur l'avenir de nos réseaux électriques et de leur décarbonation. Donc, avant toute chose, j'attirerai votre attention sur la qualité visuelle de ma présentation. J'ai absolument aucun mérite, j'ai downloadé un template, mais j'ai choisi ce template-là parce que je trouve qu'il illustre très bien mon propos. Donc, si on regarde, on voit des belles éoliennes, des petits panneaux solaires, des feuilles. Ça illustre vraiment un peu la croyance que, énergie solaire, énergie éolienne et nature ne font qu'un, puis elles vont nous sauver de la crise climatique. Malheureusement, ce n'est pas si simple, mais c'est un peu la vision que j'avais de ces énergies-là avant de travailler dans le domaine énergétique. Et c'est un peu la vision licorne. Licorne? Je sais pas si... Licorne! Donc, c'est un peu la vision licorne que j'avais. Donc, la présentation que je vais vous faire, c'est ce que j'aurais aimé dire un peu à mon moi un peu naïf d'avant, donc ce que je lui dirais aujourd'hui. Puis à travers ça, j'espère que je vais vous apprendre quelques éléments. Donc, pour commencer, un gros chiffre qui frappe, 63%. Ça, c'est la part de production d'électricité qui est faite avec des combustibles fossiles en 2019, mais c'est à peu près le même ordre de grandeur aujourd'hui. Puis 63%, c'est beaucoup parce qu'il faut savoir qu'on vise un 0% en 2050. Puis là, on parle juste de l'électricité. On s'entend qu'il y a des combustibles fossiles qui sont utilisés ailleurs que pour l'électricité, ne serait-ce que juste pour le transport, l'industrie, plein d'autres affaires. Donc, si on regarde un peu un portrait plus global, pour ce qui est de la production, donc on voit le gros bout jaune, c'est de 63% de combustible fossile. Ça, il y a quand même une bonne partie de l'électricité qui est produite avec du nucléaire ou avec de l'hydro. Et on voit aussi quand même des pointes significatives d'éolien et de solaire. Donc, toute cette production électrique-là, elle sert à répondre à la demande qui a vraiment augmenté beaucoup dans les dernières années. Donc, en 50 ans, la demande aura presque été multipliée par 5. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que, en pensée, on parle d'électrification, ça va contribuer à encore augmenter davantage la demande. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, mettons, il y a 10 ou 20 ans, si on avait fait le même graphique, on n'aurait même pas vu les parts de l'éolien et du solaire. Donc, ils ont vraiment augmenté beaucoup. Là. Il y a eu une croissance fulgurante de l'éolien et du solaire dans les dernières années. Puis là, la vision arc-en-ciel, comme on peut se dire, tout va bien aller, ça va continuer d'augmenter, ça va nous permettre de répondre à toute la demande croissante, puis en plus, ça va remplacer les combustibles fossiles, il n'y en a plus de problème. Malheureusement, encore, c'est ça. C'est pas si simple, puis c'est ça que j'ai expliqué un peu dans ma présentation. Donc, avant toute chose, une chose à savoir, c'est qu'il y a 2 facteurs qui favorisent la montée des énergies solaires et éoliennes. Donc, d'abord, il y a leur chute des prix. Dans les dernières années, leurs prix ils ont baissé de manière fulgurante. Aujourd'hui, si on veut produire de la nouvelle électricité, la façon la plus abordable de le faire, c'est avec du solaire et de l'éolien.
Ensuite, il y a le soutien gouvernemental. On trouve souvent que ça ne va pas très vite de ce côté-là, mais il reste que c'est grâce à leurs cibles, leurs programmes, leurs subventions, etc. Ça a vraiment contribué à la croissance des énergies renouvelables variables, donc le solaire et l'éolien. Par contre, là, justement, on voit qu'il y en a de plus en plus du solaire et d'éolien, puis on commence à voir que ce n'est pas parfait, cette énergie-là. Si on regarde juste du côté des éoliennes, je dirais que la majorité des gens sont pour jusqu'à temps qu'il y en ait proche de chez eux. Parce que là, ils se rendent compte que, ouais, c'est gros, une éolienne, ça fait du bruit. Puis là, ils vivent un petit désenchantement. Ça, c'est pour les éoliennes, mais pour les panneaux solaires, il y a aussi des petits inconvénients. Ça prend de la place. Si, par exemple, on voulait juste répondre au millième de la demande en électricité au Québec avec des panneaux solaires, on aurait besoin de couvrir 40 terrains de football américains juste avec des panneaux solaires. Ça, c'est pour le millième de la demande au Québec. Donc, mon moi, un peu naïf, mais quand même un peu cynique, aurait pu dire OK, c'est quand même pas si grave, là, on a de l'espace, on peut en trouver tous les bâtiments, puis moi je trouve ça beau, les éoliennes. Puis au final, ce qui est surtout important, c'est le prix. Hein? Malheureusement, c'est l'argent qui drive le monde. Donc, effectivement, c'est vrai, ce pas des gros inconvénients, parce que ça, c'est pas des vrais inconvénients du solaire et de l'éolien. Le vrai inconvénient, c'est basé sur ça. Un grand sage a dit un jour, quand tu pars une brassée dans ta laveuse, il y a une centrale électrique quelque part qui se met à produire plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un réseau électrique, il y a toujours un équilibre parfait entre la production et la demande d'électricité. Donc, tout ce que vous faites dans votre maison, là, donc si vous allumez une lumière, partez une brassée, montez le chauffage, ça a un impact direct sur une centrale d'Hydro-Québec quelque part. Et ça, parce que, justement, il faut toujours qu'il y ait un équilibre parfait entre la production et la demande. Donc, ces ajustements-là, c'est justement un interrupteur de lumière qui part, ça se fait automatiquement. Mais si c'est des plus grosses variations, donc il y a du monde qui s'appelle chez Hydro-Québec par cette turbine-là. C'est un peu bizarre. On y pense. Moi, je pensais que c'était un peu plus automatique, mais c'est encore un peu archaïque. Anyway. Donc, on a besoin d'avoir un équilibre parfait entre la production et la demande. Là, pour ça, il faut être capable d'ajuster la production. Mais avec le solaire et l'éolien, on n'a aucun contrôle sur la production. Ça produit quand il vente, quand il fait soleil. Puis, s'il y a quelqu'un qui a trouvé comment contrôler la météo, je pense que vous devriez lever la main. Donc, c'est ça le problème. Oui, l'énergie du solaire et l'éolien est vraiment pas chère, mais elle n'est pas au bon moment. On n'a aucun contrôle sur le timing de cette énergie-là. Ça reste que c'est des bonnes énergies, mais il faut d'autres ressources qui vont permettre d'équilibrer le réseau quand, mettons, par exemple, on a une grosse production solaire et éolienne qui peut demander ou l'inverse. Donc, il y a plusieurs ressources qui peuvent justement aider à cet équilibre. Les fossiles, c'est moyen là, comme idée. Si on veut se décarboner, c'est peut-être pas la meilleure option. Ensuite, il y a l'hydroélectricité. Donc, avec les gros barrages, on peut faire produire plus ou moins d'électricité en faisant passer plus ou moins d'eau. Et c'est pas cher, ça produit peu, en partie dans les climats nordiques. Par contre, il y a tous les enjeux territoriaux. Hein. Ça prend beaucoup d'espace aussi, faire des gros barrages, des gros réservoirs. Puis, évidemment, donc ça fait des enjeux écologiques, mais ça fait aussi des enjeux sociaux. Ça n'a pas toujours été très bien géré avec les Autochtones. Bref, ce n'est pas une ressource parfaite. Ensuite, on a le nucléaire. Encore là, ça contribue presque pas aux émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment très peu polluant. Ça ne coûte pas si cher. Mais il y a comme des petits déchets radioactifs qui sont créés quand on produit de l'électricité. Ils ne sont pas très populaires. Et en plus, bon, il y a tout le risque des catastrophes, donc Fukushima, Tchernobyl. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais ça marque les esprits. Et il y a peu de monde qui veut ça dans sa cour. Ensuite, il y a les batteries. Ça, ce qui est le fun avec les batteries, c'est que c'est assez simple. Dans le fond, quand il y a trop de production électrique, donc avec le solaire et l'éolien,
on pourrait mettre ça dans une batterie, donc charger la batterie, puis la décharger à un moment où ces énergies-là produisent peu et qu'il y a une forte demande. Le problème avec les batteries, c'est qu'il y a des enjeux de ressources. Donc, les matières premières qui rentrent dans les batteries, bien, ça vient souvent de mines. Donc, il y a des enjeux écologiques, des enjeux sociaux, les conditions de travail ne sont pas nécessairement super là-dedans. En plus, il y a des enjeux de capacité. Une batterie, pour les réseaux électriques en général, ça prend à peu près, le max qu'on peut avoir, ça prend 12 heures à recharger, 12 heures à décharger. Fait que mettons qu'on se retrouve à un moment où on a 3-4 jours où on n'a pas de production éolienne, alors qu'on a beaucoup d'éoliennes dans notre réseau. Là, c'est bon, si on a chargé avant, pendant les 12 premières heures, ben, on décharge nos batteries. Après, on est un peu mal pris. Donc, puis, en plus, ça coûte encore cher, les batteries. OK. Les autres options. Il y a la gestion de la demande. Ça, c'est quand même cool. On peut dire aux gens, hey, consommez au moment où l'éolien et le solaire produisent. Donc, déplacez un peu votre consommation. Partez votre brassée plus tard. Montez votre chauffage plus tard. Mais là encore, il y a un peu des limitations. Là. Si encore là, on se retrouve avec 3-4 jours, pas de production éolienne, on ne peut pas vous dire aux gens pendant l'hiver, ben, vous ne faites pas pendant 3-4 jours, ça va être correct. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de résistance. Donc, dernière option, ben, en plus, il y en a d'autres, mais ça, je me limite à ça là, pour les technologies du futur. Hydrogène, quand même très technologie du futur parce que c'est quand même très immature encore comme technologie. C'est le même principe que les batteries. Donc, quand on a un surplus de production par rapport à la demande, on produit de l'hydrogène avec l'électricité. Puis ça, on peut en produire beaucoup. Là, fait qu'on n'a pas la limitation des 12 heures avec les batteries. Et à un moment où on a beaucoup de demande, peu de production, bien là, on brûle l'hydrogène. Donc ça émet de l'eau, donc c'est pas polluant. Et avec ça, bien, en brûlant l'hydrogène, on produit de l'électricité qu'on réinjecte dans le réseau. Malheureusement, donc je dis que c'est immature comme technologie parce que ça coûte encore très cher et il y a vraiment beaucoup de pertes. Mon moi naïf aurait alors dit, ouais, mais là, OK, c'est vrai que c'est un beau problème dans le monde, mais au moins au Québec, on est correct. Là, on a plein d'hydroélectricité. On n'a pas besoin de construire tant d'éoliennes et de solaire. Effectivement, le Québec, on est un très grand producteur d'hydroélectricité. Un des plus grands au monde. Au Québec, là, 95% de notre électricité est produite avec l'hydro. On a un petit peu d'éolien aussi. Donc, effectivement, en ce moment, c'est pas trop un problème de gérer l'éolien. Par contre, là, avec l'électrification, parce que c'est ça, oui, notre réseau électrique est relativement décarboné. Par contre, notre économie est loin d'être décarbonée. Donc, si on veut décarboner le transport, l'industrie, le chauffage, ça implique d'électrifier. Donc, on augmente la demande en électricité. Puis la demande pourrait augmenter de 50 à 100%. Ici, juste pour une augmentation de 50% de la demande en électricité, mais ça implique de construire 10 fois plus d'éoliennes que ce qu'on a en ce moment. Donc, les enjeux, on va commencer à les vivre. Puis là, je pense que mon moi d'avant, il aurait été « Oh, mais il y a l'efficacité énergétique, guys! on peut réduire notre demande. » Oui, effectivement. Surtout au Québec, là, on n'est vraiment pas bon. Là, on gaspille beaucoup d'électricité. Donc, il y a vraiment un gros potentiel d'efficacité énergétique. Donc, isoler mieux les maisons, puis mettre des thermopompes à la place des radiateurs, ça consomme moins d'électricité. Mais, c'est ça. Il y a un bon potentiel, mais il y a quand même une limite de ce qu'on peut faire avec l'efficacité énergétique. Donc, avec toutes ces considérations, toutes plus optimistes les unes que les autres, c'est quoi la conclusion qu'il faut tirer de tout ça? Bien, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, le solaire et l'éolien vont jouer un rôle super important dans la décarbonation de l'électricité, puis juste de l'économie en général et partout dans le monde. Par contre, elles ne vont pas y arriver seules. Pour réussir la décarbonation complète, on va vraiment avoir besoin de toutes les ressources auxquelles on a accès. Ça inclut le nucléaire, l'hydroélectricité, puis les batteries, l'hydrogène, tout. On a besoin de tout. On n'est pas dans une situation où on a le luxe de dire « bon, celle-là, on ne l'aime pas, on la met de côté ». Non, on est comme dans une crise. Puis,
étant donné l'urgence de la situation, on n'a pas le choix. Si on veut respecter les cibles que se mettent les pays, les cibles aussi que nous demande le GIEC, on n'a pas le choix. C'est un peu ça le message au fond, c'est qu'on est tellement dans la merde qu'il ne faut pas commencer à essayer de politiser un peu les sources d'énergie. Donc, il faut juste les évaluer de manière très objective, de regarder vraiment le potentiel technique de chacune, puis d'essayer de les combiner le plus intelligemment possible. Donc, essayons de ne pas avoir de préférence pour une énergie plus qu'une autre. Elles n'ont pas de personnalité, elles essayent juste de contribuer. Mais au final, l'énergie la plus verte, c'est toujours celle qu'on ne consomme pas. Donc, effectivement, pour donner raison à notre belle petite licorne, tout ce qui est efficacité énergétique et autres stratégies de réduction de la demande, si on est capable d'en faire, on y va à fond. Merci. Moi? Oui. Parce que là, tu parles de réduire la consommation d'électricité. C'est un des gros trucs à faire. Oui. Puis, d'un autre côté, on a une présentation là-dessus, la géolocalisation sur les cellulaires, les appareils électroniques qui sont quand même présents autour de nous. Est-ce que il y a moyen de comme contrebalancer tout ça? Est-ce que les appareils électroniques, c'est sûr que utiliser les appareils électroniques et optimiser notre consommation pour avoir quand même le gain, parce que là, on va parler plein de gains de géolocalisation. Quand même, dans le fond, utiliser le numérique pour favoriser la réduction de la demande? Ouais, bien, effectivement, tout ce qui est gestion de la demande, c'est ça un peu qui s'en vient, là, l'Hydro-Québec qui travaille là-dessus. Mais en gros, c'est que justement, il va tout avoir une question de faire des applications où tu vas avoir une notification sur ton téléphone, puis là, tu vois, oh, OK, le réseau, il est comme un peu sous pression. Descends ton chauffage de 2-3 degrés, genre ce soir. Fait qu'il y a toute cette question un peu de faire participer l'abonné, le client dans le réseau électrique pour gérer un peu plus intelligemment puis essayer de réduire au possible tous les enjeux sur le réseau électrique pour qu'ils puissent répondre à nos besoins. Oui? Ah, il y avait aussi... Tu as pas parlé un peu de comment il était produit les panneaux solaires, mais à ce que je sache, c'est quand même très polluant avec du silicium et du germanium. Est-ce que tu sais que s'il y a des choses qui se font pour réduire cette pollution-là? Effectivement, la production de panneaux solaires est plus polluante, mettons, que celle d'éoliennes. Mais si tu regardes la production d'électricité solaire sur l'ensemble de son cycle de vie versus le charbon, le gaz naturel, mettons, je dirais le solaire, c'est à peu près 4 fois plus polluant que l'éolien, mais c'est peut-être 200 fois moins polluant que le charbon. Mais effectivement, je pense qu'il y a de la recherche qui se fait pour rendre ça encore moins polluant, puis que c'est aussi qu'il y ait moins de pression pour les matériaux, puis ce genre de choses. Mais c'est ça, ça reste que c'est quand même mieux que les combustibles fossiles. En fait, c'est la question de la nature de la demande. On met beaucoup de pression sur le consommateur. En Allemagne, j'avais un colocataire, quand il faisait chauffer de l'eau, il arrêtait la bouilloire avant qu'elle clique parce qu'il se disait comme ça, il consomme moins. Au Québec, on a des fermes de Bitcoin qui tournent à plein régime. On a des usines qui font de l'aluminium. On a des trucs qui consomment plus que ma machine à laver. Donc, en fait, est-ce que j'ai vraiment un impact en déplaçant mon chauffage pour ma consommation et ma facture? Oui. Mais si tout le monde descendait sa température de 1 degré ou bien arrêter de boire du thé chaud, est-ce que vraiment ça fait un effet? En général, tout ce qui est gestion de la demande, c'est pas tellement inciter les gens à arrêter de consommer. C'est sûr que, tu sais, comme honnêtement, ton thé chaud, il n'y a vraiment aucun impact. Continue, sens-toi pas mal. Fait que c'est plus une question de déplacement. Parce qu'effectivement, si les 4 millions de clients résidentiels au Québec baissent un peu leur chauffage de 1 ou 2 degrés, ça fait une différence sur le réseau. Assez pour que
Hydro-Québec met des fonds là-dedans pour développer cette technologie-là. Après, tout ce qui est, bon, toute l'affaire des bitcoins, là, ça, je peux me fâcher si je rentre là-dedans. Effectivement, je veux dire, là, ça, c'est un peu politique, là, mais c'était plus dans la stratégie avant. Aujourd'hui, Hydro-Québec, ils sont comme un peu moins là-dedans. Parce qu'à un moment donné, on avait comme beaucoup d'électricité. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va aller faire des bitcoins. Mais c'était un peu, en tout cas, à mon avis, c'est un peu niaiseux. Là. Effectivement, pour moi, c'est un peu du gaspillage d'électricité. Par contre, l'aluminium, ben, tant qu'il y a de la demande, il faut en produire. Puis si ce n'est pas produit au Québec avec l'électricité propre, c'est peut-être produit ailleurs où l'électricité, ou en tout cas, qui est fait avec que l'énergie va venir du gaz naturel, par exemple. Fait que, oui, effectivement, parce qu'on ne peut jamais oublier le portrait global. On est tous sur la même planète, dans la même crise climatique. Fait que si on enlève notre industrie d'aluminium, ben, elle va peut-être aller ailleurs, qui va être à un endroit qui va être plus polluant. Mais ça pour dire qu'effectivement, on met souvent la responsabilité sur le consommateur. Puis je pense qu'il y a un impact là, de tous ces chantiers d'efficacité énergétique. On a économisé 10 TWh à peu près dans les 10 dernières années. Là. Fait que ça, c'est comme 5 % de la demande annuelle. Là. Fait que c'est quand même pas mal. Puis c'est ça. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire là-dedans, mais effectivement, c'est pas. Il y a une limite un peu à ce que l'individu peut faire, puis il ne faut pas se culpabiliser pour notre déchaud. Une dernière question là? Oui. Juste au niveau des barrages et de mettre de l'eau sur une ancienne forêt, ça crée du méthane. Ouais. Ça prend combien de temps environ à être, mettons, l'équivalent des énergies fossiles? Est-ce que c'est déjà rentabilisé depuis longtemps au barrage de 40 ans? Ou comment est-ce que c'est évalué comme l'impact? Oui, ben c'est ça. En fait, ça, c'est ça. Les études diffèrent. Là. Puis, mettons, aux États-Unis, il y a comme beaucoup d'opposition aux lignes qu'on est en train de construire pour exporter notre électricité. Puis, il y a comme un peu des gens, il y a des études qui sortent qui vont avoir tendance à vraiment dresser un portrait noir de l'hydroélectricité et de son empreinte carbone. Puis, à l'opposé, tu as Hydro-Québec qui vont peut-être dresser un portrait un peu rose. Je pense que la vérité est entre les deux. Mais ça reste que il y a plein d'organismes objectifs là, qui disent que l'hydroélectricité a une empreinte carbone qui est assez faible, qui est quand même, je dirais, qui est comparable à celle de l'éolien, donc encore plus propre que le solaire. Mais effectivement, ça produit beaucoup de méthane quand tu viens d'inonder, mais assez vite, les émanations de méthane réduisent, puis c'est ça, c'est quand même des centaines de fois moins polluant que le charbon ou le gaz naturel. Merci. Merci pour la présentation.